Bonjour à tous et à toutes. En l'absence de notre président et néanmoins ami Emmanuel Kidé, qui se trouve en déplacement professionnel, avec Igor, Arnaud, toute notre équipe, nous restons sur le pont et vous accueillons pour une nouvelle session de notre débriefing quotidien. Cher Arnaud, qu'est-ce que tu pourrais faire comme commentaire sur les événements de ce week-end ? Événements économiques et politiques, politique intérieure, s'entend. Je laisserai à Igor le soin de parler du volet diplomatique, comme d'habitude. Alors évidemment, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est du nouveau train de sanctions européen et sans doute américain, attendu après la tragédie de Boutcha, cette localité de l'ouest de Kiev, où ont été retrouvés des dizaines, peut-être des centaines de corps de civils. La partie ukrainienne, vous le savez, accuse les troupes russes, la Russie dément, et le président Macron a indiqué, je cite, être à peu près sûr de l'implication de l'armée russe. Donc, il va y avoir des sanctions cette semaine, probablement mercredi. On en discute au niveau européen, avec les mêmes paramètres en réalité économiques, en tout cas, que précédemment. C'est-à-dire que l'Union européenne a déjà pris beaucoup de sanctions, n'a en réalité plus beaucoup de marge de manœuvre. Les contraintes liées aux importations de gaz et de pétrole restent les mêmes, les réalités géoéconomiques restent les mêmes que la semaine dernière ou qu'il y a 15 jours, lorsqu'avait déjà été évoqué ce type de mesures. Et j'observe que ces dernières minutes, les responsables autrichiens et allemands ont rappelé qu'il était inenvisageable de se passer du gaz russe. Donc, on verra ce qui va en sortir. Il va y avoir des mesures, probablement contre le charbon, probablement contre une partie des livraisons de pétrole à l'Union européenne. Il faudra voir encore une fois les modalités, qu'est-ce qui est réellement inclus dans ces mesures, peut-être des restrictions d'accès aux ports commerciaux. On devrait y voir plus clair mercredi, même s'il n'est pas exclu que les choses aillent plus vite, puisque Joseph Borrell a dit que cette procédure se faisait en urgence. Les Américains ne resteront pas inactifs. Alors, je rappelle que de leur côté, ils ont déjà pris des mesures contre les importations de pétrole russe. Ils ont renoncé au pétrole russe. Ils n'importent pas de gaz russe. Mais on évoque la possibilité de sanctions secondaires contre les acheteurs de pétrole russe qui seraient assez cataclysmiques. Mais ça aurait également probablement des effets boomerang, dans le sens où ce type de sanctions provoquerait une nouvelle hausse des prix du pétrole, y compris aux États-Unis, dans un contexte déjà très tendu, on le sait. Donc il faut s'attendre à des choses importantes dans le domaine des sanctions cette semaine. En Russie même, on a vu aujourd'hui que le sénateur Klichas, qui est toujours très actif lorsqu'il est question de nouveaux projets de loi, avait indiqué que la Cour suprême de Russie avait donné son aval à la pénalisation, la criminalisation de la non-application en Russie des sanctions occidentales. Donc il faudra voir ce que ça veut dire, à la fois pour les entreprises russes, mais également pour les entreprises occidentales qui sont tenues évidemment de respecter les sanctions émises par leur propre pays d'origine. Quelques mots de politique. Il s'est passé des choses ce week-end dans la politique intérieure russe. Il y a eu un échange assez étonnant entre le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, et le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Peskov s'exprimait à la télévision biélorusse et manifestement, il cherchait à envoyer quelques signaux d'apaisement en direction d'une partie de l'intelligentsia, de ceux qu'on appelle les libéraux, en disant notamment que tous ceux qui avaient quitté le pays n'étaient pas des traîtres et ne devaient pas être calomniés, ne devaient pas être inscrits d'office, si j'ose dire, dans la 5e colonne. Il a mentionné concrètement le cas d'un présentateur de télévision bien connu, Urgant. Et quelques heures plus tard, Kadyrov s'est permis de dire qu'il fallait faire quelque chose, je cite, avec l'échelle des priorités de M. Peskov. Donc c'est assez intéressant, inédit, et cela traduit, je pense, une forme de polarisation et de radicalisation également dans l'espace public russe. On entend des choses, on voit des choses qui paraissaient inconcevables il y a quelques jours, quelques semaines seulement. Voilà
très rapidement ce que je pouvais dire sur les événements politiques et économiques des dernières heures. Merci beaucoup Arnaud. Igor, à toi la parole sur le front diplomatique. Merci Pavel, bonjour à tous. Alors sur le front diplomatique, je vais commencer par le processus lui-même. Pas grand-chose à signaler ce week-end. Il y a eu des déclarations contradictoires qui ont été faites de part et d'autre, puisque du côté ukrainien, il a été dit que le processus avançait plutôt bien, le processus de rédaction du projet d'accord de paix, que d'après la partie ukrainienne, les représentants russes auraient formellement accepté grosso modo le brouillon du projet, à l'exception des demandes qui avaient été formulées sur la Crimée, hein, souvenez-vous, d'après le projet d'accord qui a été remis lors du sommet d'Istanbul à la partie russe, il avait été proposé par les Ukrainiens qu'un canal de discussion serait établi pour 15 ans pour discuter du sort de la Crimée, ce qui avait le mérite pour les Ukrainiens, on le comprend, de remettre la Crimée en tant qu'un objet de discussion, enfin de refaire de la Crimée un objet de discussion, alors que pour les Russes, on ne voyait pas trop l'utilité, étant donné que, vu de Moscou, il s'agit d'une question qui est fermée et qui n'a plus lieu d'être discutée. Côté russe, Vladimir Medinsky a quant à lui dit ne pas partager l'optimisme de ses homologues ukrainiens et que, mis à part la question de la neutralité ukrainienne, dont on a compris qu'elle était à peu près ciselée, tout restait à faire et tout restait à produire. Ces impressions de Vladimir Medinsky ont été corroborées par les propos de Dmitri Peskov, qui, dans la même interview évoquée par Arnaud, accordée à la télé biélorusse, a expliqué, enfin a qualifié ces pourparlers de difficiles et pourparlers qui, selon lui, ont le mérite de se poursuivre tout en étant donc difficiles. Toujours sur le processus diplomatique, sur le front des garanties de sécurité, Jean-Yves Le Drian, en fin de semaine dernière, a annoncé que la France considérerait le moment venu attentivement la proposition d'être garante de sécurité de l'Ukraine, mais que pour l'instant, visiblement, elle n'avait pas de demande en ce sens qui lui avait été formulée. Le président Zelensky a quant à lui indiqué ce dimanche que les États-Unis n'avaient pas à ce jour présenté de garantie de sécurité à l'Ukraine, et d'une manière générale, le président ukrainien a qualifié de peu fructueuses les discussions sur les garanties de sécurité que Kiev mène avec un certain nombre de partenaires. Pour rappel, à ce jour, seules l'Allemagne et la Pologne, et l'Allemagne et la Turquie, excusez-moi, ont publiquement fait savoir qu'ils étaient prêts à apporter un certain nombre de garanties de sécurité à l'Ukraine en contrepartie de son refus de chercher à adhérer à l'OTAN. Alors d'ailleurs, sur l'aspect OTAN, on a appris ce week-end que le chancelier Scholz s'était entretenu avec M. Zelensky à Munich en février, le 19 février plus précisément, et qu'à l'occasion d'une discussion, il lui aurait conseillé, il lui aurait incité à abandonner l'idée de rejoindre l'OTAN. Donc je rappelle que c'était le 19 février, on était donc 5 jours avant le début de l'opération militaire spéciale, et que donc voilà, un chancelier Scholz, voyant quand même la tension s'accumuler autour de ce dossier-là, lui aurait fait part d'un conseil en lui proposant d'abandonner publiquement cette idée, et sur le fond, de rejoindre l'OTAN, proposition que le président ukrainien aurait rejetée, évidemment. Autour des contacts, qu'est-ce qu'on peut dire? Le gouvernement lituanien a ordonné aujourd'hui à l'ambassadeur russe de quitter le pays et a rappelé son ambassadeur en Russie. Le consulat russe à Klaipėda va également être fermé, et la Lettonie, excusez-moi, a emboîté le pas de la Lituanie et a également décidé d'expulser l'ambassadeur russe et de rappeler son ambassadeur à Moscou. Du côté de l'OTAN, le secrétaire général Jens Stoltenberg a fait savoir que s'il le souhaitait, la Suède et la Finlande pourraient bénéficier d'une procédure d'adhésion accélérée. Mais pour l'instant, en tout cas côté Finlande, cela a été rappelé qu'il y avait des réserves, au niveau de la première ministre en particulier, a expliqué ce week-end qu'il y avait quand même une certaine prudence à conserver à l'égard de ce chemin qui mènerait vers une adhésion de la Finlande à l'OTAN. En tout cas, sur ce qui concerne la décision prise par les pays baltes d'expulser les ambassadeurs russes et de rappeler leurs ambassadeurs, on semble s'acheminer vers un scénario qu'on évoquait en fin de semaine dernière, de possible fermeture des frontières
terrestre avec la Russie et la Biélorussie. Et finalement, ces expulsions seraient des expulsions préemptives en vue voilà, de fermer les frontières terrestres pour le transit de marchandises à destination de la Russie et de la Biélorussie. Voilà, Pavel, pour les nouvelles du jour sur la diplomatie. Merci beaucoup, cher Igor. Avant de passer aux questions, assez peu d'entre elles aujourd'hui, donc allez-y, hein, nous sommes là pour vous répondre, n'hésitez pas. Simplement pour commenter ce qu'Arnaud avait dit sur l'initiative parlementaire consistant à vouloir, on n'en est pas encore au projet de loi lui-même, en tout cas on n'en a pas vu la teneur, mais allant toujours dans le sens d'une pénalisation de la mise en application des sanctions par les dirigeants d'entreprises étrangères qui sont présents en Russie, dire que nous avons à la Chambre initié une action, qui est d'ailleurs une action commune avec nos collègues des autres associations de business, notamment européennes, allemandes, américaines et autres, et l'Union des industriels et entrepreneurs de Russie, le MEDEF russe, qui est présidé par M. Chokhin, afin de demander à ce que, ad minima, nous soyons consultés dans le cadre de l'élaboration d'un tel texte de loi, parce que nous campons sur une position qui est toujours la même, c'est que les autorités russes ne peuvent pas à la fois souhaiter que les entreprises étrangères se maintiennent sur leur territoire et vouloir les mettre en porte-à-faux par rapport à leurs quartiers généraux européens. Donc là-dessus, il y a une cohésion à avoir et nous espérons que nos voix seront entendues. Voilà. Donc, écoutez, il suffit que je le dise et la liste des questions s'est tout de suite allongée. Selon certains médias français, Dimitri Medvedev a annoncé que les pays inamicaux ne seraient plus livrés en produits agricoles. Qu'en est-il exactement? Cette recommandation pourrait-elle être mise en œuvre rapidement? Arnaud. Disons que c'est plutôt de l'ordre de la réflexion à haute voix, donc un ballon d'essai qui a effectivement été prononcé la semaine dernière. Mais on n'est pas face à une décision, on est plus dans l'ordre, je pense, de la mise en garde, à ce stade en tout cas. Espérons-le. Une question provocante, provocatrice, les deux, dans laquelle je vais essayer de répondre. On entend souvent dire à Moscou de Français ou Russes qu'il y a autant de propagande russe que de propagande occidentale / française. En d'autres mots, que la presse russe serait tout aussi bonne que la presse française. Je serais curieux de connaître l'avis de l'Observatoire. Oui. Sans prétendre porter du jugement, rappelons quelques vérités simples, de bon sens. Primo, que nous sommes dans une guerre qui concerne également l'information. La guerre informationnelle est une composante extrêmement importante de tout conflit depuis la fin du XXe siècle, et ce conflit-là n'y fait pas exception. Je note pour ma part, mais peut-être que vous pourrez également réagir, qu'il y a une grande différence entre ce que l'on peut lire, entendre, voir à l'Ouest et ici, à Moscou. C'est que, pour aller très vite, à l'Ouest, on entend, on lit, on voit un petit peu n'importe quoi, avec des choses plus ou moins factuelles, plus ou moins avérées, plus ou moins subjectives. La grande différence avec Moscou, c'est que aujourd'hui, les canaux qui sont les canaux dits officiels, je ne parle pas de ceux que l'on peut consulter par VPN, proposent une lecture absolument univoque de la réalité sur le terrain. Et c'est sans doute ça la grande différence. Non pas une question de qualité, mais une question de quantité d'informations. Et aujourd'hui, il y a peu d'informations disponibles en Russie, et elle est bien évidemment extrêmement orientée parce qu'instrumentalisée par le pouvoir. Question suivante. Non, Igor? Non, moi ça... On parle beaucoup de rapprochement sino-russe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour remonter? Oui, donc la question porte sur le rapprochement sino-russe, et l'auteur de la question questionne la légitimité de ce rapprochement, parlant du fait que les Russes donnent l'impression d'avoir peu confiance dans leurs voisins et chinois. Qu'en est-il en réalité? Tout dépend de qui on parle. Effectivement, si on parle de la direction politique de la Russie, de la direction militaire,
d'intérêt économique. Je crois comprendre que la question porte plus sur la population russe en tant que telle. Bon, il faut rappeler quelques évidences. C'était que d'un point de vue civilisationnel, la Russie est avant tout et essentiellement européenne, quoique certains discours puissent affirmer. Et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, les Russes, dans leur ensemble, en moyenne, se sentent beaucoup plus proches de la culture européenne, que ce soit la littérature classique, l'histoire, que de la Chine. Alors, est-ce que ça peut changer? Peut-être, mais ça ne changera pas en quelques jours. Et là, ça fait partie des grandes dichotomies que doivent gérer les autorités russes entre cette nouvelle revendication de la double vocation russe Est et Ouest, et une réalité démographique d'abord. Je rappelle que les 3/4 de la population russe se trouvent dans la partie européenne du pays, et une réalité civilisationnelle, une réalité mentale qui est en décalage avec cette volonté de redécouverte ou de découverte tout simplement du flanc asiatique. Donc, alors ceci dit, dans les sondages, on voit que depuis plusieurs années, les Chinois sont perçus comme, avec les Kazakhs d'ailleurs, comme la nation la plus la mieux disposée à l'égard de la Russie. Donc l'idée fait son chemin, mais ça ne traduit pas encore une réelle proximité. Je pense que le russe moyen ne connaît pas grand-chose de la Chine, pas plus que le français moyen d'ailleurs. D'accord. Ensuite, un certain nombre de questions qui ont un point commun, c'est qu'elles concernent justement les frontières. Alors, 2 questions qui se recoupent sur un éventuel blocus de Kaliningrad avec la possible fermeture des frontières des pays baltes. Voilà, qu'en est-il de cette rumeur? Hommes et marchandises. Pour l'instant, ce qui serait, je rappelle que pour l'instant c'est un projet, c'est pas encore quelque chose qui est décidé. C'est une initiative qui a été promue et qui est poussée manifestement depuis l'ambassade d'Ukraine à Varsovie, et que c'est par ce canal-là qu'elle fait son chemin jusque dans les pays baltes. Côté ukrainien, on semble dire que cette initiative est bien avancée, que les choses pourraient prendre forme assez rapidement, sous 2 à 3 jours, mais j'observe que ce n'est pas commenté par les principaux intéressés, que sont les Polonais, en tout cas pas officiellement, et les Baltes. Donc, pour l'instant, cela dit, ce sont des rumeurs, mais des rumeurs persistantes. Si jamais cela devait effectivement prendre forme, et que ce serait donc la fermeture de la frontière terrestre avec la Biélorussie et la Russie pour les transports de marchandises, puisque l'idée, c'est d'empêcher que certain nombre de marchandises placées sous sanctions occidentales n'atteignent la Russie. Et entre parenthèses, au passage de frontière entre la Pologne et la Biélorussie, je crois savoir que les poids lourds sont très lourdement inspectés et qu'ils font l'objet d'inspections très poussées, ce qui ralentit considérablement le trafic. Je crois qu'on parle de plusieurs dizaines d'heures d'attente pour les poids lourds pour franchir parfois la frontière. Donc de fait, il y a déjà peut-être pas une fermeture, un blocus, mais en tout cas un ralentissement considérable des flux de marchandises dans le sens Europe, Union économique eurasiatique, en tout cas Biélorussie. Je ferme la parenthèse. Si ce projet voyait le jour, oui, ça placerait Kaliningrad en situation de blocus pour ses approvisionnements par voie de terre, puisque en tout cas les Russes semblent prendre cette initiative assez au sérieux, en tout cas ce scénario assez au sérieux, et envisage déjà des solutions par les voies maritimes et aériennes pour pouvoir achalander l'exclave de Kaliningrad. Donc oui, de fait, ça le placerait en situation de blocus. Et j'anticipe une des questions. Pour l'instant, sur l'Estonie, je n'ai pas encore vu de mesures similaires pour ce qui est de l'expulsion des ambassadeurs, mais ça se trouve entre le moment où je suis descendu et on a commencé le briefing, ça a déjà été annoncé, je n'en sais rien. La frontière la plus sensible géopolitiquement et géoéconomiquement, c'est évidemment la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Si jamais une décision de fermeture devait être prise, alors la question c'est est-ce que les Polonais seuls sont fondés à le faire, pourraient le faire. Les enjeux vont bien au-delà de la relation bilatérale polono-biélorusse et polono-russe. Parce que là, on parle de tous les flux en réalité entre la Russie et l'Union européenne et au-delà vers l'Union économique eurasiatique et vers la Chine. Mais le simple fait qu'on en parle n'est pas anodin. Alors justement, une question précisément là-dessus. Si les frontières terrestres entre les pays baltes et la Russie/Biélorussie sont fermées, par où vont passer les camions d'Europe vers la Russie pour les produits non soumis à sanctions? Bonne question. Ne resterait que la frontière, encore une fois,
Pologne, Biélorussie, Russie. Ce serait le seul axe qui resterait, d'où l'importance de la décision polonaise. Est-ce que la Pologne peut seule décider d'une démarche d'une telle importance? Je ne sais pas. En tout cas, je serais étonné que l'Union européenne et les grands États européens que sont l'Allemagne et la France en particulier ne s'expriment pas sur le sujet, étant entendu que c'est une frontière extérieure de l'Union européenne aussi. Oui, la Finlande, effectivement, reste encore une voie d'accès viable. Question sur une autre frontière, la frontière terrestre avec l'Azerbaïdjan. Est-elle ouverte aux Russes? Est-elle ouverte aux Français? Je crois qu'Igor l'a testé ce week-end. L'Azerbaïdjan, oui, voilà, je vais faire un trekking. Non, je n'ai pas vraiment d'éléments. Je sais qu'il y a des vols, donc, mais pour la frontière terrestre, je crois savoir que toutes les limitations qui avaient été imposées à cause du Covid sont levées ou en train d'être levées, donc ça devrait logiquement se répercuter sur les flux de personnes à travers la frontière terrestre. Par contre, pour ce qui est ensuite des Français, ça, je ne peux pas vraiment savoir. Je n'ai aucune information là-dessus. Alors, on quitte la géographie pour la géopolitique et l'économie. Pourquoi les dommages financiers de guerre ne sont pas évoqués dans les négociations? Je crois que la question des réparations fait déjà partie des éléments qui sont évoqués, puisqu'il y a eu des pistes qui ont été un petit peu, des ballons d'essai, ou des pistes qui ont été explorées en parlant, on a évoqué donc côté ukrainien, mais aussi dans certains pays, me semble-t-il, de l'Union européenne, de mettre à profit de puiser, j'allais dire, dans les avoirs qui ont été gelés, notamment de certains oligarques russes, qui ont vu leur villa saisie, leur yacht saisi, etc. Donc c'est une piste qui est évoquée. Je ne sais pas à quel point elle est farfelue ou elle ne l'est pas. Évidemment, l'idée qu'on a tous, l'idée qui fait son chemin, c'est aussi de mettre à profit les réserves de la Banque centrale russe qui ont été, pour une partie d'entre elles, gelées. Bon, tout ça, me semble-t-il, fait déjà l'objet de discussions, en tout cas, pas forcément publiquement, mais j'ai l'impression que c'est quand même déjà des choses qui sont évoquées pour les réparations. Peut-être que l'Union européenne aussi va mettre au pot, comme on dit, mais dans l'optique d'un plan plus général, plus vaste de relèvement de l'Ukraine une fois que une fois que le contexte le permettra et que les canons se seront tus. Mais je ne sais pas à quel point, si vous voulez, cette idée des réparations et du chantier est liée ou pas à ce qui se discute en ce moment entre Russes et Ukrainiens sur l'accord de paix. À mon avis, c'est quand même plutôt dissocié, parce que je pense que ça va compliquer les discussions plus qu'autre chose, mais en tout cas pour ce qui est de la finalisation de l'accord et du document, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment entendu parler de part et d'autre dans les déclarations publiques. Ça fait un peu, si je puis rebondir sur ce qui vient d'être dit, ça fait un peu partie des angles morts des discussions, de même que les sanctions. Officiellement, ce n'est pas vraiment abordé, en tout cas pas dans un cadre bilatéral, mais c'est la toile de fond. Et par exemple, le secrétaire d'État Blinken en a parlé ce week-end en disant que les sanctions pourraient être levées au terme du processus politique. Mais on comprend bien que ce n'est pas ce qui arrive en premier, ce qui est discuté en premier, et en tout cas pas forcément pas dans un format bilatéral russo-ukrainien. Alors, une question douloureuse et difficile, mais bon, nous y répondrons. Je suis peut-être cynique. À qui profite le crime en ce qui concerne le massacre de Boutcha? Il me semble que c'est plutôt négatif pour la Russie. Alors, avant de donner la parole à mes collègues, peut-être dire que ce qui est cynique, c'est de penser que tout est forcément instrumentalisé dans une guerre et que la réalité sur le terrain est souvent autre et que beaucoup d'événements, et souvent des événements tragiques, échappent à une forme de rationalité et de pensée globale. Donc, c'est très difficile de commenter quelque chose à chaud, surtout, encore une fois, dans ce bruit informationnel très contradictoire. Ça profite à personne, enfin, Arnaud. Alors, en tout cas, je crois que le plus sage aujourd'hui, c'est de se taire en attendant d'avoir des informations confirmées. Je pense que la proposition la plus raisonnable a été formulée par le secrétaire général de l'ONU qui a appelé à une enquête internationale. En tout cas, commenter à ce stade,
c'est assez indécent, je pense, surtout sur le mode à qui ça profite, etc. Je pense qu'il faut essayer d'avoir l'ensemble des informations et on verra ensuite. Mais le temps n'est pas venu de raisonner en ces termes, je pense. Alors, des questions financières désormais. Une échéance de dette publique extérieure de 2 milliards de dollars est exigible au 4 avril. A-t-on des infos sur son règlement en devise ou en rouble? Non, j'ai pas d'informations sur ça. J'avais vu passer la semaine dernière, mais c'est à confirmer qu'elle serait réglée en devise. Mais il faut recouper. Il n'y avait rien aujourd'hui, en tout cas. Une autre question. Dans un contexte où le rouble a quasi rattrapé son niveau d'avant l'opération spéciale et qu'il pourrait remonter encore, possible paiement en rouble du blé, du gaz, etc., le gouvernement russe a-t-il intérêt à beaucoup laisser monter le rouble? Avant, la réponse était clairement non pour recevoir des devises alors que le budget était en rouble, mais maintenant? En fait, objectivement, non, parce que les dépenses du budget fédéral sont libérées en rouble. Donc, des cours mondiaux exprimés en dollars très élevés avec un rouble très faible, ça fait beaucoup de roubles dans le budget fédéral. Ceci dit, il y a un aspect symbolique qu'il ne faut pas sous-estimer, symbolique mais également politique. Le cours du rouble a une portée beaucoup plus importante que sa seule signification macroéconomique. Et donc, on se souvient des déclarations qui avaient été faites, notamment en Occident, sur l'effondrement de la Russie économique après l'adoption de sanctions occidentales. Et on entend d'ailleurs depuis quelques jours un discours très différent, notamment des Polonais, qui relèvent que le rouble s'est relevé et donc que les sanctions ne fonctionnent pas. C'est évidemment plus compliqué. L'impact des sanctions ne se résume pas à la valeur du rouble, mais ça a une forte portée symbolique. Donc, l'État russe et la Banque centrale ont intérêt à montrer que on revient à une forme de normalité pré-24 février, même si dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, une annonce qui m'étonne, je n'en ai pas entendu parler, mais peut-être que ce n'est pas votre cas, l'annonce d'une réouverture de l'espace aérien avec 52 pays à partir du 9 avril. Ça aurait été le 1er avril, je saurais qu'en penser, mais alors le 9, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais oui, ça a été annoncé, oui. En fait, c'est la levée des restrictions liées au Covid sur les vols charters. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays, 52. Donc, quand on regarde, c'est beaucoup Moyen-Orient, Afrique du Nord, Asie, Extrême-Orient, etc. Qui étaient, pour lequel il n'y avait plus de vols charter en raison des restrictions liées au Covid. Tout ceci donc va toucher à sa fin. Alors là, pour prolonger sur l'aspect symbolique, mais ça va même au-delà de ça, c'est l'idée de dire c'est que la Russie n'est pas isolée, qu'il n'y a pas juste des vols avec quelques pays, surtout à travers la Turquie, qu'en réalité on est quand même coupé. C'est l'idée de dire que non, il y a plein de destinations qui vont se rouvrir puisqu'on est dans un climat sanitaire qui désormais le permet. Donc je pense que ça aussi, ça va dans le sens avec un taux du rouble qui est assez quand même intéressant compte tenu du contexte pour donner un petit peu peut-être plus de raisons d'être positivé qu'autre chose. Très bien. Que sait-on du bombardement d'un dépôt de carburant à Belgrade et quelle pourrait être l'incidence de ce bombardement sur les négociations de paix en cours? La ligne directrice de nos briefings, c'est qu'on évite de parler des questions militaires pour des raisons parfaitement compréhensibles pour tous, et je pense qu'il serait assez sage de s'en tenir à cette ligne. C'est dit. Dmitry Peskov a déclaré utiliser à titre personnel un VPN car non interdit par la loi. Pourquoi fait-il de telles déclarations? Donc ça, c'était dans la même interview où il était question de Urgent. Peskov a toujours cultivé un style beaucoup moins hiératique, moins gravé dans le marbre que celui de son patron, le président Poutine. Il est assez connu pour ses amitiés et également pour son mariage dans le monde du business, de la scène, de la variété. Et dans sa bouche, ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui s'adresse ici non pas à l'électorat russe, mais plutôt à une forme de milieu hipster urbain, en disant que voilà, on est finalement tous les mêmes et que le pouvoir parle la même langue que le peuple. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Après, il a raison sur le fond. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Bon, le fait de dire cela n'a pas, ça va sans doute peut-être énerver les fédéraux, mais bon, rien de plus. Va-t-on trouver bientôt à Moscou des crevettes arméniennes, sans doute issues du lac Sivan? J'imagine, plus sérieusement, par où passent les trains de marchandises? J'imagine que la question est posée dans le cadre de la libéralisation des imports parallèles. Ça, ce sont des choses que nous avons commentées la semaine dernière. Mais par où passent les trains de marchandises? Nous en avons parlé tout à l'heure. Ça devient de plus en plus compliqué. Les rumeurs parlent de complications supplémentaires à venir. Mais pourquoi pas des crevettes arméniennes après les huîtres biélorusses, effectivement. En retour, toujours sur cette question des frontières, très épidermique apparemment, si la Pologne ne peut pas décider seule de la fermeture de la frontière avec la Biélorussie, comment les pays baltes pourraient le faire? Non, mais ils sont en même enseigne. Donc pour les pays baltes, la question se posera aussi. Tout ce qui est les frontières extérieures de l'Union européenne, à mon avis, demande un minimum de collégialité, surtout pour des décisions aussi radicales que la fermeture et le cordon sanitaire pour les transferts de marchandises. Étant entendu qu'une fois de plus, il y a vers la Russie et la Biélorussie, il y a aussi du transit vers des pays d'Asie centrale. Enfin, il y a des comment dirais-je, des parcours de poids lourds qui sont assez étonnants, qui sont sur des milliers de kilomètres avec des changements de chauffeurs, etc. Donc, la Biélorussie est un pays de transit très certainement, évidemment, ça c'est évident, mais même la Russie avec parfois des points d'arrivée au Kazakhstan et ailleurs. Donc, évidemment, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste des fonctionnements de l'Union européenne, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une collégialité qui va devoir jouer. Il me semble que vous avez indiqué lors d'un précédent briefing que les entreprises devraient passer sur des solutions n'utilisant plus de technologie américaine d'ici janvier 2025. Quels seraient les impacts sur les sociétés européennes basées en Russie? Alors ça, c'est pour les systèmes d'exploitation et les logiciels. Pour des entreprises d'abord d'État, entreprises publiques qui sont extrêmement nombreuses, qui doivent donc se sevrer et passer à des logiciels non étrangers, donc privilégier des solutions nationales. Donc évidemment, le temps que celles-ci soient développées, pour partie d'entre elles, il y a un laps de temps qui est donné, donc plusieurs mois, enfin pratiquement 2 ans en fait, d'ici à pour les recevoir. Mais après, il y a d'autres, ça c'est pour les logiciels, donc c'est pour les softwares, mais pour le hardware, notamment pour ce qui est des serveurs, on sait que la plupart de ces serveurs en réalité en Russie sont importés, puisqu'il n'y a pas en Russie manifestement on ne fabrique pas de serveurs. Et donc là aussi on comprend qu'il s'agit d'infrastructures informatiques stratégiques et critiques, et que là aussi il va y avoir un effort qui va être consenti pour trouver une solution de remplacement avec des solutions des nationales. Sachant que là-dessus, Microsoft a déclaré tout récemment qu'ils ne couperaient pas leur software, notamment pour des raisons sociales, parce que ces softwares sont utilisés par des hôpitaux, par des crèches, par des centres de soins, et que couper Microsoft pourrait mettre en péril la vie des patients. Ouais. Mais pas tous l'ont fait. En l'occurrence, Microsoft, surtout pour ce type d'activité-là, ça peut se comprendre, mais pour d'autres logiciels peut-être moins critiques que des systèmes d'exploitation, etc., c'est déjà fait en réalité. Les gens qui ont vu leur abonnement arriver à échéance pour un certain nombre de logiciels, je ne vais pas citer les noms, pas faire de publicité, mais aujourd'hui, ne peuvent plus les renouveler tout simplement parce que la licence est fermée pour la Russie. Comme pour le pay-per-view, Netflix et autres. Par exemple, voilà. Exactement. Alors, une question sociologique. Y a-t-il beaucoup de Russes ayant des crédits et ou des loyers, frais fixes en devises, euros et dollars? Alors, les loyers, c'est interdit, en tout cas, à moins que cela se fasse de la main à la main. Pour ce qui est des crédits, je pense que je n'ai pas l'impression. Il y avait beaucoup de cas et donc beaucoup de problèmes en 2014-2015. Lors du premier décrochage du rouble, et je crois me souvenir que beaucoup de prêts avaient été renégociés et libellés en rouble. Donc la tendance était plutôt à déconnecter des devises occidentales. La Cour suprême de Fédération de Russie soutient la proposition des parlementaires concernant l'introduction d'une peine pour l'application des sanctions. On en a parlé tout à l'heure. À votre avis, en quoi ça peut consister? Alors, pour l'instant, la partie gouvernementale est vent debout contre cette idée, qu'il s'agisse du ministère du Développement économique, du RSPP, on l'a dit. Donc, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Et nous-mêmes aussi, comme je l'ai dit, nous allons contribuer dans la mesure du possible,
à vider cette proposition de sa substance. Ça ressemble pour l'instant beaucoup plus à un effet d'annonce, une sorte de cri du cœur de parlementaires issus des rangs dits, je mets beaucoup de guillemets, patriotiques, mais on voit mal comment une telle proposition pourrait être mise en application, même si tout arrive actuellement. Question suivante. Suite au décret signé par Poutine concernant les paiements du gaz en roubles, on perçoit, surtout en France ou en Angleterre, que la majorité des pays refusent de s'exécuter et de le faire. Qu'en est-il en réalité? Les opérateurs sont-ils passés à l'acte malgré les déclarations des politiciens? Là, il y a un peu de deux camps. Il y a des pays qui continuent à dire on jouera pas le jeu, mais je vais revenir ensuite sur cet aspect de on jouera pas le jeu. Et il y a d'autres pays dans l'Union européenne qui ont déjà envisagé des mécanismes pour satisfaire cette nouvelle règle. Par exemple, en Slovaquie, visiblement, on a déjà envisagé de procéder au paiement en rouble. Mais en fait, avec ce système tel on l'a rappelé vendredi dernier, mais l'avantage du système qui a été trouvé par les Russes, c'est que chacun peut voir midi à sa porte. C'est-à-dire, les Européens peuvent dire, bah non, nous, ça ne change rien quand tu as payé en euros, c'est un effet d'annonce des Russes. Et parce que, de fait, la partie virement entre les pays importateurs et Gazprom Bank va être fait en euros. Et les Russes peuvent dire, mais les paiements sont en roubles parce que regardez, Gazprom reçoit dans ses comptes des roubles. Ben oui, parce que Gazprom Bank va acheter des roubles à la bourse de Moscou en vendant des euros pour ensuite faire le transfert en roubles. Donc chacun peut trouver midi à sa porte. Et l'avantage, c'est que ça va sanctuariser une banque comme Gazprom Bank de tomber sous une pile de sanctions fatales parce que ça va devenir en fait un opérateur, outre un opérateur de change à la bourse, mais aussi un opérateur pour les transferts financiers pour les achats de gaz. Et ça va permettre de donner un petit coup de fouet ou un coup de pouce au cours du rouble dont on a parlé un peu plus tôt, puisqu'il y a des euros qui vont pleuvoir à la bourse de Moscou du fait de la conversion pour acheter des roubles et donc payer Gazprom avec des roubles. Donc voilà, moi je résumerai ça, chacun voit midi à sa porte et la balle est au centre. Alors, une question philosophique. Y a-t-il un courant diplomatique européen qui pousserait les Ukrainiens à trouver un accord plus vite avec les Russes, peut-être moins à leur avantage, avec l'objectif d'un arrêt au plus tôt des combats? Ou bien l'approche est-elle principalement à la confrontation, livraison d'armes, sanctions? À chaud, on pourrait dire qu'il n'y a pas véritablement d'approche, ni à moyen, ni même à court terme. Les événements, jour après jour, dictent une réalité extrêmement mouvante. Il est évident que les événements de Boutcha plaident peu en faveur d'un accord plus simple. Tout ça ne fait que compliquer, effectivement, ce complique, il est déjà bien suffisamment. Mais peut-être que vous avez, sur le plan diplomatique, des précisions à apporter là-dessus. En fait, ce qu'on voit, en tout cas au niveau du débat public, on voit des publications, des tribunes, des articles dans les revues spécialisées, et on voit effectivement ces deux approches. Une approche selon laquelle finalement la priorité doit être la cessation des hostilités dans l'intérêt même de l'Ukraine, puisqu'au fond, chaque jour qui passe apporte des destructions. Bon. Mais on voit aussi d'autres positions, notamment au Royaume-Uni, dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, où finalement on suggère qu'il faut faire durer ce conflit, que l'Ukraine, pourquoi pas, pourrait l'emporter, en tout cas qu'il ne faut en aucun cas faire de concessions à la Russie. Donc on voit ces deux approches très différentes se cristalliser, et je pense que ça va s'affirmer de plus en plus dans les jours et les semaines qui viennent, au fur et à mesure que les choses vont se préciser. Il y a aussi une question éthique. Est-ce qu'on peut finalement dire aux Ukrainiens ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'on peut leur dire éthiquement, battez-vous pour nous? Parce que nous, il est clair qu'on ne se bat pas physiquement. Donc, c'est une question très complexe, mais on voit effectivement ces deux approches se cristalliser, et je pense qu'il va y avoir un vrai débat entre occidentaux sur quelle stratégie on mise. Moi, je rajouterais peut-être deux choses. Peut-être qu'effectivement, certains en Ukraine estiment que le temps joue en leur faveur et que les sanctions finiront par produire les effets désirés, que plus d'armes permettra de faire au final la différence et que cela permettra
d'arriver aux négociations et de consolider la posture de la délégation ukrainienne aux négociations. Peut-être que c'est une approche qui domine actuellement en Ukraine, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il compte sur ce facteur du temps. Deuxième élément, c'est dans la question, on parle de la posture européenne, en tout cas des courants en Europe, mais admettons que même si un miracle se produit, qui arrive à avoir une position unanime parmi les 27 sur la posture à tenir à l'égard de l'Ukraine et dire à l'Ukraine il faut faire ceci ou il faut faire cela avec les réserves éthiques que émettait Arnaud. Mais il y a quand même un spoiler énorme dans l'histoire qui reste les États-Unis. Les États-Unis ont une capacité dans ce dossier de tout saboter s'ils le veulent, qui est mais colossale. Donc, je veux dire, même si les Européens arrivent à se mettre d'accord entre eux, ce qui serait déjà un beau tour de force, les Américains, derrière, en fonction des intérêts qu'ils estimeront les leurs et du timing et de plein de choses qui nous échappent certainement, pourront appuyer ou au contraire saboter cette posture. Et il restera à voir qui écoutera les Ukrainiens. Est-ce qu'ils écouteront plutôt à ce moment-là les Européens ou au contraire, ils écouteront plutôt les Américains? Moi, j'ai ma petite idée sur l'histoire, mais je ne la donnerai pas ici. Je crois que c'est une question rhétorique, oui, cher Igor. Alors, une question qui fait froid dans le dos. Si la France venait à fermer ses ambassades et consulats, à l'image des pays baltes, les services consulaires et d'état civil seraient-ils assurés à distance? En gros, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne dans les pays où la France n'a pas de présence diplomatique? Alors, je crois que ces pays-là doivent se compter sur les doigts d'une main, puisque le réseau diplomatique français est l'un des plus étoffés, sinon le plus étoffé au monde. Qui est la Corée du Nord. En tout cas, pendant très longtemps, la France était le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir d'ambassade à Pyongyang, mais je crois que ça a évolué depuis. Bon, il faut dire qu'on n'en est pas là du tout, en réalité. Même pour les Baltes, on parle d'un rappel d'ambassadeur, mais on ne parle pas de rupture des relations diplomatiques. En d'autres termes, il n'y a plus d'ambassadeur, il y a un chargé d'affaires, il peut y avoir réduction de la voilure du dispositif. Ça, c'est le premier point. Et s'agissant de la France, pour autant qu'on puisse le savoir, il n'est nullement question, ni d'ailleurs de réduire la voilure, ni a fortiori, de rompre les relations diplomatiques. Donc là, on est vraiment dans un scénario extrême qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors, encore une question géopolitique. Quel est l'impact de la crise actuelle des relations de la Russie avec l'Occident sur les relations de Moscou avec les pays d'Afrique? Oui, c'est d'autant plus intéressant que peu avant la crise, il y a eu un forum à Sochi où ont participé une grosse cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains et qui marquait de manière extrêmement visible la volonté de retour de la Russie sur le continent africain qu'elle avait quand même largement délaissé depuis l'effondrement de l'Union soviétique. À ma connaissance, il y a un sommet Russie-Afrique qui doit se tenir au mois de juin, me semble-t-il plus ou moins proche du Forum international de Saint-Pétersbourg, puisque on voulait que la localisation soit la même pour essayer de donner plus de surface aux événements. Je vous avoue que j'ai pas recreusé le sujet pour savoir si c'est maintenu, qui vient, qui ne vient pas, mais bon, il a été décidé que ça serait tenu à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, pour le reste, je regarderai les statistiques pour l'année dernière des échanges économiques, mais il me semble qu'il y a eu un effet de rattrapage à cause du Covid pour 2021 qui était pas mal pour les échanges entre les deux, entre la Russie et les pays d'Afrique. Maintenant, plus particulièrement depuis le 24 février, je ne crois pas que la Russie ait drastiquement changé son agenda avec ces pays-là. Au contraire, il me semble que là, maintenant, ils vont vraiment faire feu de tout bois sur la diplomatie, la culture, l'économie, compte tenu de la pluie de sanctions qui s'est abattue pour trouver de nouveaux débouchés, pour trouver de nouveaux circuits d'approvisionnement, etc. Donc, ce qu'on dit ici depuis plusieurs semaines maintenant, c'est que ces pays souvent sont très très ennuyés par rapport aux relations économiques qu'ils peuvent avoir avec la Russie pour l'importation de certaines denrées ou certains produits qui peuvent tomber sous le coup de sanctions secondaires. Donc, effectivement, là, une des pistes qui est évoquée par les Européens, manifestement, c'est le charbon, par exemple. Bon, il faudrait regarder, il y a quand même, le charbon fait quand même partie des poids lourds des exportations russes vers des pays comme la Turquie, d'ailleurs aussi, mais pas seulement. Si ça tombe sous le coup de sanctions, pour ces pays-là, ça va devenir encore plus compliqué. Ouais. Et puis il y a aussi un autre facteur de difficulté, c'est que en réalité, entre les Russes et l'Afrique, il y a les Chinois. C'est surtout eux, en fait, les principaux concurrents sur le territoire.
Tu as parlé du Forum de Saint-Pétersbourg, c'est une perche que tu me tends sur la question que nous pose notre ami Philippe Pégorier, que je salue au passage, qui nous demande comment se présente la préparation ce Forum international de Saint-Pétersbourg cette année pour les entreprises françaises. Alors, c'est une question que nous abordons régulièrement lors de notre Zoom bi-hebdomadaire avec les autres business associations, et notamment avec l'association du business européen, nos amis américains, allemands, finlandais, japonais, italiens et autres. Ce qui se dégage au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune business association ne prépare de délégation et la CCI France-Russie non plus. Ça n'exclut pas la possibilité pour des hommes d'affaires, des représentants d'entreprises étrangères de s'inscrire et d'y participer au cas par cas, mais certainement pas sous forme de délégation et sans en faire la publicité. Donc nous sommes encore au mois d'avril. Le forum est prévu mi-mai. Nous avons encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Et en réalité, tous les scénarios sont aujourd'hui possibles. En juin, excusez-moi, du 15 au 17 juin, je crois. Voilà. Alors, quel est l'impact de la crise sur les sanctions avec les pays de l'Afrique? Nous en avons parlé. Écoutez, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc, encore quelques secondes si vous souhaitez encore nous en poser une. Oui, une précision importante. Hein, il existe aussi un forum international de Saint-Pétersbourg culturel. La France était une invitée en 2021. Je crains hélas qu'il soit difficile dans un cadre international de parler de culture en Russie dans le contexte qui est celui-ci, et c'est bien triste parce que c'est l'un des premiers conflits en fait où la culture est elle-même prise à partie. C'est quelque chose que nous n'avons pas observé dans aucun des conflits précédents. Raison supplémentaire de souhaiter la fin des hostilités aussi rapidement que possible. Sur ce, il est temps de clore notre briefing quotidien. Vous remercie à tous, non seulement pour votre participation, mais pour les messages de soutien et de remerciements que vous nous adressez. Sachez que nous y sommes extrêmement sensibles et nos équipes avec nous. Nous vous invitons à vous abonner à notre fil Telegram, CCI France-Russie en un seul mot, à nous poser des questions sur la hotline et nous retrouvons demain, comme tous les jours de cette semaine, à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris, heure d'été. Tenez bon. Bonne fin de journée à vous tous. Merci. À demain.